Bonsoir, merci à tout le monde d'être là avec nous ce soir pour cette première soirée organisée par la bibliothèque, par les bibliothèques de l'SM13. Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Vanney pour la sortie de son dernier livre, Retour sur les fous, et le docteur Denis Aguri. Et je vais laisser Clément Fromentin prendre la parole et introduire la soirée. Merci. Bonsoir Emmanuel Vanney, donc c'est un très grand plaisir de vous accueillir ce soir. Bon, vous êtes presque un habitué de la maison maintenant, puisque vous étiez venu le 6 février dernier, alors même que vous étiez en train d'écrire votre ouvrage et que vous aviez fait une petite visite à la SM13, dont effectivement votre texte se fait l'écho. Donc je vous présente très brièvement. Vous êtes psychiatre et écrivain et vous tenez à cette conjonction très forte entre ces deux fonctions. Comme vous disiez déjà au micro d'Alain Weinstein, je ne suis jamais l'un sans l'autre. Cette double appartenance n'est pas une coquetterie, mais la matrice même d'une œuvre qui ne se laisse jamais enfermer, ni dans une théorie, ni dans une pratique, ni dans un genre littéraire. Vous êtes psychiatre, vous avez longtemps exercé en institution donc à Lyon. Je crois que vous continuez d'ailleurs à avoir une activité, petite activité clinique. Et parallèlement, donc, vous avez développé une œuvre littéraire d'une très grande diversité, des romans, des récits autobiographiques, du théâtre, des poèmes, une biographie, et des observations cliniques avec ce genre si singulier que vous avez nommé les schizogrammes, ces éclats d'observation, de notation clinique, où la psychopathologie rencontre la poésie. Et c'est une des grandes constances, effectivement, de votre travail, cette attention au langage, à l'importance du signifiant, à l'invention du néologisme, à la trouvaille de chacun pour nommer son désordre. Vous m'apparaissez comme un homme heureux. Peut-être que je me trompe, mais vous apparaissez quand même comme ça, comme animé par une très grande vitalité, qui n'est sans doute pas sans lien avec votre rapport à la création. Votre nouvel ouvrage, donc Retour chez les fous, un face-à-face, peut-être un écho avec l'ouvrage d'Albert Londres, donc Chez les fous, qui était une enquête menée dans les asiles dans l'entre-deux-guerres. Sauf que Albert Londres était un journaliste et que vous êtes quelqu'un qui connaît la psychiatrie de l'intérieur, et qui donne aussi la voix à très nombreux professionnels et usagers de la santé mentale. Et je crois que c'est un livre vraiment important parce que non seulement il fait un diagnostic sans concession de l'état de la psychiatrie actuelle, mais aussi il souligne les ressources, les résistances, les possibilités d'avenir qui s'offrent à elle. Vous montrez comment la multiplication des hospitalisations sous contrainte et la réduction massive des lits a produit un système paradoxal et parfois inhumain. Vous indiquez aussi combien le modèle biomédical peut à lui seul répondre à la complexité de la souffrance psychique. Et vous plaidez pour une psychiatrie du sujet, où le soin relationnel, l'écoute, l'importance accordée à la temporalité permet que la clinique reste au centre du dispositif. Votre livre ne verse pas dans la nostalgie, mais il rappelle aussi combien un certain nombre de figures importantes ont marqué la psychiatrie, notamment du côté de la psychothérapie institutionnelle, et combien les Tosquelles, les Bonafé, les Pommel, aujourd'hui, nous manquent. Mais il ne s'agit pas d'un passéisme, mais plutôt l'idée que se trouve là un réservoir d'inspiration pour refonder une psychiatrie réellement hospitalière et réellement politique. Dans la singularité aussi de votre travail, je soulignerai comment dans votre livre est divisé en un certain nombre de chapitres assez courts, centrés à chaque fois sur un thème, mais à chaque fois vous l'ouvrez, 18 chapitres, par une citation d'un écrivain, d'un penseur, et c'est vrai que tout de suite ça donne un décalage et une perspective de réflexion qui nourrit votre texte. C'est très sensible, voilà, notamment par exemple, vous moquez un petit peu des chiffres, vous avez cette citation de Prévert. Si mes calculs sont justes, ce sont mes lièvres qui sont faux, je crois, quelque chose. Voilà. Ouais. Merci pour votre ouvrage, donc qui n'est ni un pamphlet, ni un simple constat pessimiste de l'état de la psychiatrie contemporaine, mais c'est un livre aussi qui redonne confiance dans la force des équipes, confiance dans la capacité des collectifs à réinventer des dispositifs,
et vous rejoignez là aussi cette intelligence collective dont parle Daniel Zaguri dans son ouvrage qui date de 2021, Comment on massacre la psychiatrie française, et là aussi où vous aviez tout un chapitre sur l'intelligence collective, le rapport aux réunions cliniques. Là, il y a un point fondateur qui vous fait vous retrouver. Je m'arrête là pour ma présentation, et puis donc je vous laisse présenter votre ouvrage avant donc que Daniel Zaguri, qui est psychiatre et expert auprès des tribunaux, discute avec vous. D'abord, merci beaucoup Clément pour cette présentation. Je suis toujours ébloui quand je vous entends parler de moi, parce que je trouve que vous en parlez mieux de mes livres que moi-même. Et puis merci à vous tous d'être ici, et merci à Daniel Zaguri, dont j'ai relu tout à l'heure ce livre, je l'ai lu à sa sortie, j'ai pas eu le temps de le relire, mais j'ai relu la fin. Je sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir lu ici. La fin est une lettre profondément émouvante à un certain Thierry, qui était un de ces patients insoignables, qui se mutile, qui frappe, qui cogne, qui fait tout à l'envers, qui aurait pu désespérer des cohortes de psychiatres, mais dont vous soulignez, il y a une très belle phrase, mot à mot: « Ton destin a accompagné celui du secteur, dont c'est l'honneur d'avoir pris soin de patients comme toi, dont personne ne veut, et de s'être acharné à leur permettre l'existence la plus autonome possible. » Avec une référence extrêmement appuyée au fait que ce devoir de soins et de solidarité repose sur le soin de notre commune humanité, même avec le plus fou, le plus inapprochable, le plus farouche patient qu'on puisse imaginer. Et ça me rappelait, c'est juste une incise avant de venir au vif du sujet, mais ça me rappelait cette phrase de Henri Michaud, qu'on ne lit pas assez, qui est vraiment un poète absolument magnifique, qui a, vous savez, fait des expériences avec les hallucinogènes, et qui en a tiré 4 ou 5 livres, enfin, selon comment on regarde. Et je crois que c'est dans l'un de ces livres qui s'appelle « Des grandes épreuves de l'esprit », mais sous réserve d'inventaire, j'en suis plus très sûr, qui dit que ce n'est pas les bien-pensants qui nous apprennent quelque chose sur l'humain et sur l'humanité, mais ce sont les infirmes, les éclopés, les cassés, les malades. Et alors, on peut dire que historiquement, c'est vrai dans l'histoire de la médecine. Charcot aurait jamais décrit les signes de localisation neurologique sans des blessés de la moelle, des malheureux, donc qui avaient fait des AVC ou des choses comme ça. Et je trouve qu'en psychiatrie, effectivement, on apprend beaucoup des patients, souvent les plus fous, les plus éloignés de notre planète névrotique, si vous me passez cette expression extrêmement ancienne, extrêmement archaïque. Alors, pourquoi je parle du secteur? Parce que il y a un point dans mon livre, je ne suis pas sûr que j'en ai assez parlé, mais je crois que c'est très très important. L'idée, c'était de voir un petit peu ce qui s'était passé en un siècle, entre 1925 et 2025. Le constat, quand on lit le livre d'Albert Londres, qui est hautement recommandable, hein, et celles qui l'ont pas lu, je vous invite vraiment à le faire rapidement. On passe un moment délicieux parce qu'il est extrêmement caustique, extrêmement drôle. Mais on passe aussi un moment un peu dur parce que la réalité asilaire qu'il raconte est absolument épouvantable. Et on voit au très fort grossissement dans ce livre une psychiatrie qui était essentiellement sécuritaire, dont l'objectif était très peu tourné vers le soin, vers la transformation, vers l'amélioration des patients, mais simplement vers la réduction des dangers pour la société que les patients représentaient, en quelque sorte, incarnaient. Et la psychiatrie est quand même née de ça. Elle est née d'une utopie, bien sûr, hein, je crois qu'on en avait déjà parlé en février, mais l'utopie pinélienne d'un hôpital qui permettrait de proposer une socialité plus favorable et qui guérirait les patients. Mais très rapidement, les thèses organicistes ont pris le dessus, et l'organisation de l'hôpital s'est faite sur le mode sécuritaire qui voulait que pratiquement tous les patients soient internés, et c'était l'internement qui était la condition de la prise en charge des soins, et en particulier, les plus anciens se souviennent qu'on parlait de placement volontaire, placement d'office, hein, dans la loi de 1838.
le placement volontaire demandé par un tiers qui payait les soins, et dans le placement d'office, c'était le conseil général, puisque c'était au nom de la protection de l'ordre public. La psychiatrie sécuritaire, en 1925, on y est encore quasiment complètement. Il y a juste une petite ouverture toute récente, faite par Édouard Toulouse en 1922. C'est le premier service libre. C'était à Paris, je ne sais plus exactement où, si c'était à Sainte-Anne ou ailleurs, peut-être que... Oui, que à Sainte-Anne. Ouais. Et donc, pour quelques patients, il y avait la possibilité. Alors d'ailleurs, Londres m'énerve dans son évocation de ça, parce qu'il dit, si on est malade de l'estomac ou de la rate, on peut aller se faire soigner comme ça. Mais si on est malade du cerveau, on est forcé de passer par l'internement. Bon, je suis pas sûr que les maladies mentales soient les maladies du cerveau. Moi, j'ai beaucoup de mal, ou que du cerveau. J'ai beaucoup de mal avec ce réductionnisme. Je pense quand même qu'il se joue des choses avec la vie relationnelle et avec la question de l'organisation du psychisme en fonction de la donne de départ. Je vous dis pas qu'il faut pas de cerveau pour penser, sentir, ressentir, mal penser et éventuellement souffrir. Hein, mais je pense pas que ce soit que... Enfin, en tout cas, le mouvement actuel très, très violemment organiciste me paraît très, très réducteur. Sur ce constat d'une psychiatrie essentiellement sécuritaire, il faut d'abord faire le constat que tout mouvement qui a conduit à la création du secteur et tout développement du secteur dans ces premières années, jusqu'aux années 90, ça a été une libération considérable. Donc, je ne fais pas d'irénisme, hein, ça vous l'avez dit Clément, il ne faut pas être nostalgique, tout n'était pas rose, tout n'était pas joli dans les hôpitaux psychiatriques, mais indéniablement, la question du soin, de la fonction thérapeutique de l'institution, elle est apparue comme tout à fait centrale au moment de la création du secteur. Et ça s'est traduit dans des chiffres. Je ne suis pas un maniaque des chiffres, mais je pense qu'il y en a certains, quand ils sont à ce point tranchés, qui disent quelque chose quand même de la réalité. Les internements représentaient un pourcentage qui est très difficile à établir, puisque les chiffres sont pas bien précis, mais probablement autour de 90% des admissions en psychiatrie jusqu'à la guerre. L'après-guerre immédiat et la création de la Sécu ont permis qu'on prenne en charge les troubles mentaux en dehors de l'internement. Alors il y a eu une petite inertie, parce que les mêmes psychiatres qui depuis 5, 10, 15 ans disaient que tel patient était délirant, donc dangereux, donc à maintenir en placement d'office, ne pouvaient pas du jour au lendemain manger leur chapeau et dire qu'il était toujours délirant, mais qu'il était plus dangereux. Donc, effectivement, ça a duré un petit peu jusqu'aux années 60. Mais à partir des années 60, il y a eu une décrue extrêmement nette du taux d'internement pour tomber à la fin des années 80, c'est-à-dire juste avant la révision de la loi, à peine plus que 10%, autour de 3% de placement d'office et 7,5% de placement volontaire. Déjà, ça c'est absolument colossal. Enfin, le nombre d'hospitalisations libres a bondi de manière considérable. Je dirais c'est un indice extrêmement fort du fait que la fonction thérapeutique de l'institution était beaucoup plus prise en compte. Si on continue à suivre le mouvement, moi je situe dans les années 90 le moment de bascule vers une nouvelle logique qui est une logique, à mon avis, régressive. Denis Zaguery, votre livre dit aussi quelque chose comme une régression et même pire que ça, une attaque très très grave contre notre institution et contre notre pensée. Les premiers indices sont extrêmement troublants. C'est qu'à partir de 1990 et la révision de la loi, sous l'impulsion de la Charte européenne des droits de l'homme et dans la perspective de mieux garantir les citoyens contre l'internement arbitraire, il y a eu immédiatement une augmentation, je crois dans l'année qui a suivi, une augmentation de 40% du nombre d'hospitalisations sous contrainte. Le deuxième acte dans le sens de la libéralisation des soins, c'est 2011 et la loi de judiciarisation de la contrainte, parfaitement entendable, parfaitement acceptable, qui n'a aucune raison de s'opposer à ça. La France faisait partie des exceptions mondiales en ce domaine, pratiquement toutes les autres grandes démocraties. Toutes les autres grandes démocraties avaient fait intervenir le juge depuis belle lurette dans les hospitalisations sous contrainte. Donc en soi, c'était pas mal, mais l'effet
paradoxal. Était-ce un appel d'air? Était-ce le sentiment qu'il y avait maintenant suffisamment de garanties et qu'on pouvait y aller un peu comme on voulait pour interner les gens qui posaient problème? Le nombre d'hospitalisations sous contrainte a encore flambé. En 2015 ou 16, je ne sais plus exactement, il s'élevait à 94 000, alors qu'avant, juste avant la loi de 90, on était à 28 000 en France. Donc déjà, c'est une multiplication par 3, plus que 3, et c'est à mettre en perspective également avec la décrue importante du nombre de lits. Dans les années 70, il y avait à peu près 120 000 lits de psychiatrie publique. Dans les années 80, ça avait commencé à diminuer, on était autour de 100 000. Et actuellement, on considère les chiffres tournent autour de 40 000. On dit division quand même par 2,5. Mais si vous avez 28 000 hospitalisations par an et 100 000 lits, ce qui est à peu près le ratio, c'est pas du tout la même atmosphère que si vous avez 94 000 hospitalisations sous contrainte pour 40 000 lits. Et de fait, j'ai un souvenir très précis des années 80, je pense qu'on partage... On avait des unités de secteurs dans lesquelles on avait 10, 15, parfois 20% de patients sous contrainte, mais jamais plus. Et actuellement, dans le dernier service où j'ai travaillé jusqu'en 2022, on tournait au bas mot à 50% de lits occupés par des gens sous contrat, et ça montait à 80% parfois. Donc vraiment, une sorte de retour à l'asile d'antan, de retour à une logique où le sécuritaire prend le pas sur le thérapeutique et où tout le monde a qu'une idée en tête, qu'une hantise en tête, c'est la figue, la soustraction aux soins, sur les portes, parce qu'en plus, on n'ose pas trop les fermer, on est pris entre le marteau et l'enclume. Et il y a aussi un double discours qui me paraît extrêmement néfaste. Enfin, il y a plusieurs doubles discours qui me paraissent extrêmement néfastes. Mais voilà, retenons en numéro 1 que la psychiatrie a fait d'énormes progrès, en gros, entre 1960 et 1990-95, et que ces progrès doivent être absolument qualifiés, vus, entendus et signifiés à la puissance publique. Bon, ensuite, il y a eu ce mouvement de fermeture de lits, c'était demandé par les psychiatres progressistes, et légitimement. C'est vrai que la psychiatrie, moins elle est hospitalo-centrée, et mieux c'est. Moi, j'ai beaucoup travaillé en CMP, enfin, j'ai travaillé dans les deux. Ce sont deux pratiques assez différentes, hautement complémentaires. Si on voit les mêmes patients dedans et dehors, à mon avis, ils y gagnent énormément. Ça a un gros inconvénient, c'est, vous le savez, ceux qui font du secteur, c'est que c'est fatigant. Mais c'est fatigant, mais c'est extrêmement probant en termes de qualité des soins. Et c'est vrai que quand on connaît un patient en tenue de ville, qui vient à ses consultations, qui vient à ses groupes thérapeutiques au CATTP, et qui est équilibré, le jour où il est en crise maniaque ou délirante grave, on ne le regarde pas de la même manière parce que on en a une représentation qui est plus construite. Il est plus difficile, je dirais, d'être froidement sécuritaire, voire sadique avec lui, même si sa prise en charge peut poser des problèmes réels et substantiels. Un mouvement de régression que j'ai déjà abordé, je crois, en février, enfin j'ai peur d'être un peu dans l'érudite, mais qui me semble lié à un certain nombre de facteurs bien repérables. Il y a le nouveau management public qui nous est venu des États-Unis, qui est une catastrophe, parce que et je pense que l'actualité récente le souligne encore davantage, parce que ça conduit à une marchandisation du soin. La question n'est plus d'aider des prochains en détresse, mais d'obtenir la paix publique, la paix sociale, au moindre coût. Peut-être que je le dis de manière un peu provocante, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé. Et puis, ça a eu un autre effet. Si je rabâche, j'en demande d'avance pardon à ceux qui ont déjà entendu ma rengaine, mais le nombre de lits publics a considérablement diminué, comme je l'ai dit, passé de 15 000 à 13 000 dans la même période, dans les 50 dernières années. Mais ce qui fait que la proportion de lits privés par rapport aux lits publics a cru dans des proportions énormes. Ça a au moins doublé. Selon Mabou, comment on fait les calculs, ça peut être un facteur de 2,5. Ça représente à peu près entre un quart maintenant et un tiers de la ressource en lits hospitaliers. Et effectivement, les pouvoirs publics, la représentation nationale commencent à s'inquiéter un petit peu
d'un processus qu'on appelle financiarisation du soin. Et vous êtes sans doute au courant que le Sénat a lancé une consultation. Consultation, oui, je sais plus, ça a un nom précis, mais ça m'échappe. Donc sur la financiarisation du soin, qui conduit à faire les poches des malades. Et puis, une fois que les poches sont vides, ils sont décrétés guéris. C'est pas partout comme ça. Je veux pas être accusé de diffamation ou d'amalgame massif. Mais moi, j'ai entendu des histoires individuelles de patients qui vraiment sont dans cette situation-là. J'ai entendu également des histoires de prix de journée hôteliers, complètement indépendamment de la Sécu. À Lyon, il y a un service dans une clinique un service dit VIP, Nel VIP, où c'est 420 € la journée, 13 000 et quelques euros par mois qu'il faut verser. Alors, il y a des mutuelles peut-être qui prennent ça en charge. Enfin, c'est absolument considérable. Et on peut se poser des questions. Enfin, qu'est-ce qui vaut ce prix-là dans une clinique, hein? Pour ce prix-là, on a le Wi-Fi, je crois, et une corbeille de fruits frais tous les matins, et de l'hydrothérapie, des machins, des bidules. Alors, première chose, new management public qui, à mon avis, conduit à quelque chose qui est pas éthiquement très défendable. Et puis la deuxième chose, c'est ce virage organiciste extrêmement appuyé qui, à mon avis, est souvent très réducteur. Je veux dire par là que les neurosciences, en elles-mêmes, elles ont rien de mal. C'est pas du tout un inconvénient qu'on connaisse mieux le cerveau, qu'on connaisse mieux son fonctionnement, qu'on sache mieux se repérer là-dedans. Mais en revanche, le fait de rabattre tous les troubles psychiques sur uniquement du fonctionnement cérébral, et véritablement, je ne sais pas si vous le vivez, vous, à la CN13, mais là où je travaille, les collègues que je fréquente, les jeunes collègues que je fréquente, n'ont plus aucune espèce de considération pour le préfixe psycho, n'ont plus aucune espèce de considération pour la vie psychique et pour le fait que la vie psychique, le monde psychique est un monde qui s'organise, qui s'auto-organise, qui a ses règles, ses lois, et que c'est intéressant en soi d'essayer de s'y repérer dans les mécanismes de défense contre l'angoisse, contre la détresse, contre les phénomènes archaïques, etc. Non, maintenant c'est neuro. Alors les troubles sont neurodéveloppementaux, neurodégénératifs, neuro-ceci, neuro-cela. Je vous apprends rien. Et le raisonnement est purement neurologique, éventuellement comportemental, cognitivo-comportemental, mais les psychothérapies d'inspiration psychanalytique sont actuellement sur la sellette, extrêmement attaquées, alors même qu'elles ont donné des preuves. On a tous en tête un certain nombre de travaux qui sont robustes et qui montrent que ces thérapies sont au moins aussi efficaces que les TCC. Souvent, leur efficacité est plus profonde et plus durable. Il y a des travaux qui le montrent. Ce qui a été remarqué, c'est que l'un des facteurs les plus décisifs dans le bon résultat d'une psychothérapie, c'est l'engagement du thérapeute. C'est pas tellement l'outil conceptuel qu'il va utiliser. Pour tout vous dire, j'en suis d'autant plus persuadé que je vais vous faire un aveu. Maintenant, je suis très très près de la cessation de mon activité. Comme me disent certains collègues, en psychothérapie, je fais du venet. Mais c'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la TCC, c'est pas du comportementalisme. Ça ressemble un peu à rien, c'est un peu de la littérature, des fois, c'est un peu de la thérapie poétique. Mais je suis très engagé auprès de mes patients, et rien que le fait déjà de les écouter, d'essayer de mémoriser ce qu'ils disent, de mémoriser les grandes étapes de la révolution, de leur en dire quelque chose qui décale un petit peu par rapport à leur fenêtre de regard et par rapport à la manière dont ils comprennent leurs troubles, mais rien que ça, c'est décisif en termes de changement psychique et même en termes parfois de métamorphose, enfin dans le bon sens. Et actuellement, donc, je crois qu'on est tous un peu tétanisés par ce qui est en train d'arriver. Je suis désolé d'avoir été un oiseau de mauvais augure, mais en même temps assez fier d'avoir dit avec d'autres, comme François Gonon et bien d'autres, que fondamental qui avançait à visage masqué jusqu'à présent et qui s'est beaucoup présenté comme complémentaire du parcours de soins traditionnel pour les patients en hôpital public, enfin en institution publique. Maintenant, ils sortent du bois et ils proposent ces 18 milliards par an d'économies. J'aimerais vraiment savoir comment est fait le calcul, compte tenu du fait que la sécurité sociale paye pour la psychiatrie en frais directs 24 milliards par an, les frais directs étant les hospitalisations, les consultations et les médicaments psychotropes.
Et les frais indirects qui sont rattachés aux arrêts de travail et à l'invalidité représentent 11 milliards supplémentaires. Donc, on arrive à peu près à 35, 24 ou 35, selon comment on regarde. Ce qui fait que la coupe, elle est des 3/4 ou de la moitié, selon le chiffre dont on part. Je pense, moi, j'ai plus en tête de manière très précise le calcul qui était fait par Lorca et Le Boyer, voilà. Dans leur livre « Psychiatrie, l'état d'urgence », ils parlaient d'un coût de la psychiatrie alors absolument énorme de 120 milliards, je crois, quelque chose comme ça, en mettant des espèces de Precium doloris, de préjudices divers et variés, mais qui sont des évaluations, c'est de l'argent qui n'est pas investi, qui n'est pas dépensé, enfin, c'est du manque à gagner. Alors je pense que les 18 milliards, c'est beaucoup à miroir aux alouettes, parce que je vois pas comment l'introduction de centres experts dans le paysage, centres experts dont vous dites beaucoup de bien, Agnès Zachery. Ah bon? Oui, si, j'ai beaucoup apprécié. Alors, pas vous dites en gros, c'est du glaçage vidange qui assure pas le service après-vente. Et effectivement, que dire d'autre? J'en parle aussi dans mon petit tour d'horizon. J'ai une patiente qui est allée dans un centre expert. Le diagnostic était déjà fait de trouble bipolaire. On lui a proposé une grosse séance 2 fois par an avec de la psychométrie sur 2 jours. C'était uniquement du recueil de données. C'était uniquement destiné à nourrir des bases de données et probablement, j'en suis pas sûr à 100% parce que je suis pas derrière, mais j'imagine que c'était destiné à nourrir les algorithmes de l'intelligence artificielle qui feront demain le diagnostic du trouble bipolaire. Remarquez, il y a un truc qui est relativement simple avec le trouble bipolaire. On devrait logiquement, dans les années qui viennent, arriver à 100% de la population, je pense. C'est l'objectif dans lequel on tend, mais je ne cesse de voir dans mon petit temps d'activité clinique des gens malheureux qui tous sortent d'une consultation ultra spécialisée, qui d'un centre expert, qui d'un collègue renommé, avec des thymorégulateurs. Ils n'ont jamais fait d'accès mania, ils n'ont aucun des critères du trouble bipolaire, mais ils ont traitement, avec le traitement. Au nom de la science. Au nom de la science. Au nom de la science. C'est tout à fait consternant. Et actuellement, donc, tout ce qu'on voit, c'est ce lobbying pour introduire les centres experts dans le parcours du patient. Et ça serait le dispositif public qui les financerait pour, donc, encore une fois, un gain fort hypothétique. On va discuter, mais vous allez me poser des questions et comme ça. Oui, alors, la question n'est pas tellement celle des convergences. Parce que les convergences, évidemment, on fait partie de la même génération, on a participé au même élan du secteur. Le nombre de psychiatres a été multiplié par 10, psychiatres de service public. Donc, on a l'impression d'avoir connu un âge d'or. Attention à la nostalgie, hein. Le danger aujourd'hui, c'est d'être des vieux grincheux qui parlent d'un temps paléolithique qui n'existe plus. Hein, bon. Et je pense que ça, c'est une erreur. Vous avez parlé d'Albert Londres. Moi, j'avais été dans mon service un journaliste du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, qui voulait faire un article un peu sur le mode d'Albert Londres, et qui a fait un article formidable. Il est resté dans le service, enfin, il a participé il a écouté des réunions, ça. Il a fait un papier que j'ai trouvé formidable. Et le Figaro l'a pas publié en disant non, c'est trop déprimant pour nos lecteurs. Ça montre quand même une fragilité du lectorat du Figaro. Voilà. Moi, quand j'ai un petit peu essayé de parler de ce qu'il faut faire, pour pas sembler être comme ça dans la plainte perpétuelle. Et quand j'ai écrit mon livre, j'ai pris soin de ne taper sur personne en me disant il y a suffisamment de divisions entre nous les psychiatres, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et je pense que j'ai eu tort. Quand il est passé en poche, j'ai rajouté quelques pages pour dire qu'on est très largement responsable de ce qui nous est arrivé. Non. Notre incapacité radicale à défendre une discipline certes hétérogène, fait beaucoup de courants, mais notre incapacité... Combien de syndicats, Bernard? Il y a combien de syndicats? 1? Au bas mot, 4. Non, il y en a 8. Non, plus l'associatif, plus les universitaires, plus... D'ailleurs, je crois qu'il y en a 7 au Conseil national. Voilà. Et c'est à 7 ou 8, je sais plus. Bon. Notre incapacité
à défendre de façon unitaire la discipline. Alors, vous parlez d'un moment de bascule. Enfin, je ne sais pas si vous parlez de bascule historique. C'est en 2011 quand les universitaires quittent la Fédération française de psychiatrie en estimant que c'était pas assez scientifique et qu'ils avaient rien à y faire. Et au fond, alors, il y a eu effectivement les laboreurs du secteur. Et puis, de l'autre côté, les grands savants universitaires en quête de notoriété internationale, qui n'ont pas obtenu d'ailleurs, et n'enseignant pas, ce qui était tout à fait extraordinaire, le dispositif de santé publique de la psychiatrie n'est pas enseigné aux étudiants. Ils ne savent pas ce que c'est que le secteur. Il n'y a pas de réflexion sur le secteur. Donc, il faut cesser de pleurnicher. Alors, Marion Le Boyer, puis il faut appeler les gens par leur nom, elle est plus intelligente que nous tous. Elle fait du lobbying, elle tape aux portes, elle va chercher les pouvoirs publics, elle leur propose des chiffres absolument démagogiques, elle leur explique qu'avec quelques centres experts, la situation va s'améliorer. Et tout ça, c'est fondé sur une représentation qui n'est même pas une représentation de la psychiatrie. Alors, Jean-Pierre Ollier, qui n'aimait pas Marion Le Boyer, que j'avais interrogé, un jour il m'a dit, elle n'a jamais compris ce que c'était que la psychiatrie. Elle en est restée à la neurologie. Donc, dans une certaine mesure, ce qui nous arrive, c'est bien fait pour nous. Et il faut essayer de trouver des solutions qui soient autre chose que de gémir sur un passé révolu. Il y a eu le temps historique de la psychiatrie française prestigieuse. Il y a eu le temps de la psychothérapie institutionnelle. Alors là aussi, juste une anecdote, un interne m'a dit qu'il avait prononcé le mot psychothérapie institutionnelle et son patron lui avait dit « Si tu continues, je te mets dehors du staff ». Bon. Et donc, il y a eu la psychothérapie institutionnelle, il y a eu le secteur, et puis il y a eu, moi, Bernard, on a vu ça, nous, quand on a commencé la psychiatrie, le pape s'était enrayé, et puis très peu d'universitaires, et puis il y a eu une montée en puissance des universitaires, il y a eu tout ça, c'est archaïque, tout ça, c'est à jeter à la poubelle, et je crois que ce qu'il faut guetter, c'est un troisième temps actuel de rassemblement des courants. Alors, je donnerai juste un seul exemple. Je prends l'exemple de Bruno Falissard. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup les universitaires ne sont pas nécessairement tous des organicistes réducteurs, paléopsychiatres, hein. Bon, j'ai de l'estime pour lui. Bon, il est récemment intervenu dans 2 débats. Le premier débat, c'est à la suite d'un papier dans Le Monde qui disait que, je sais plus, un chiffre absolument astronomique des adolescents étaient déprimés. Bon, il a fait un papier correcteur en disant qu'en fonction de critères beaucoup plus sérieux, le pourcentage dégringolait, qu'il fallait pas confondre les souffrances sociétales, des marasmes affectifs liés à des contextes, et puis la maladie mentale. Bon. Donc, il fait un papier sur les centres experts. Et je pense que, de même que l'exaltation de la psychanalyse, moi, ne m'a jamais paru une chose tout à fait acceptable. Moi, pour ce qui me concerne, mes maîtres, c'est, outre Georges Lanthéry-Laurent, ici présent à travers cette bibliothèque, c'est Jacques Chazot, Claude Ballier, pour ce qui concerne le traitement des délinquants sexuels, et d'ailleurs qui est un ancien du 13e, hein, et Racamier. Tous les 3 ont un point commun, je m'en suis rendu compte assez récemment, c'est que c'était des psychanalystes qui n'avaient pas honte d'être psychiatres. Et au fond, moi je pense que la psychopathologie psychanalytique, en tout cas, elle m'a toujours accompagné dans ma clinique. Mais en même temps, que de conneries, que de vanité, que de prétention, que de refus de toute modernité, de toute évolution, etc., etc. Enfin, je vais pas citer des noms, mais alors ces 3-là que je considère comme mes maîtres étaient moqués. Pas Augustin, hein. Il n'avait pas honte d'être psychiatre, Augustin. Voilà, pas du tout, pas du tout. Et c'était les meilleurs. Hein. C'était, enfin bon,
Ça, c'est ma sensibilité à moi. Mais bon, tout ça pour dire que il faut regarder l'avenir autrement qu'en pleurnichant. Il faut nous organiser et nous défendre au niveau syndical de manière particulièrement, je dirais, unitaire et agressive en quelque sorte. Et peut-être d'autant plus que notre discipline, elle est facilement soumise au morcellement, hein, bon, voilà, et donc qu'il faut se défendre, qu'il faut faire des alliances, et que il faut qu'on en arrive à un temps où ces querelles entre nous et en même temps ces divisions absurdes entre une psychiatrie dite scientifique et une psychiatrie dite exclusivement centrée sur le relationnel, la psychanalyse, etc. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Et que la psychiatrie intégrative, biopsychosociale, pour reprendre des termes plus anciens, elle est à nouveau d'actualité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On a beaucoup, évidemment, de points communs. Il me semble que ce qui est important, c'est de réfléchir aujourd'hui à ce qui pourrait permettre à de jeunes psychiatres de défendre autrement notre discipline, autrement qu'en pleurnichant ou qu'en acceptant le désastre. Donc, merci beaucoup, Monsieur Zegrine. Je rappelle que vous avez dirigé pendant longtemps donc un service de secteur à Villefranche. Oui, et que j'ai quitté en 2019. En 2019. Vous parlez aussi d'une oui, absolument, absolument. Et j'aime beaucoup le mot parce que pour moi, mon expérience, je dirais la plus forte de la psychiatrie publique, Jacques Chazot disait pas mes collaborateurs, il disait mes co-élaborateurs. Et donc ces réunions où chacun apportait sa pierre, où chacun était écouté des autres et on arrivait à co-construire quelque chose autour de nos inquiétudes par rapport aux patients les plus difficiles du moment, ça a été pour moi une grande expérience. J'ai vérifié, donc c'est Jean-Jacques Lagoutière qui m'avait donné des informations sur les syndicats et les sociétés savantes. C'était 8 syndicats, m'a-t-il dit, et 50 sociétés savantes. Mais là où les autres disciplines ont un syndicat et une société savante. Le syndicat qui parle avec la FUTEL et les sociétés savantes qui parlent avec les instances scientifiques reconnues nationalement et mondialement. Donc nous, on est effectivement très gangrénés, abîmés par cette labellisation. Et on parle trop de langues et c'est vraiment épouvantable. Alors, moi, je fais une proposition, mais je mets ça en travail. Je vous propose de réfléchir à ça. Il me semble que actuellement le grand enjeu de la psychiatrie, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le paysage qui, pour moi, résonne comme une catastrophe absolue. Sont proposés sur le marché des logiciels d'analyse lexicale. Alors, pendant la consultation, j'ose pas dire l'entretien, pendant la consultation, l'ordinateur enregistre les propos du patient, repère un certain nombre de mots et, en fonction d'une analyse lexicale du propos du patient, va faire une proposition, une suggestion diagnostique, en fonction de cette suggestion, une préconisation thérapeutique. Quand je disais tous bipolaires, je pensais un petit peu à ça aussi, parce qu'à mon avis, si vous dites triste, parfois joyeux, etc., enfin, vous êtes à peu près condition. Là, pour l'instant, c'est encore un psychiatre qui travaille avec l'appui ou avec l'interférence de l'ordinateur, sachant que ça sera extrêmement difficile pour un humain de dire, compte tenu que l'ordinateur aura des arguments, ça sera étayé. Ça sera extrêmement difficile de s'échapper de la préconisation et de la proposition, de la suggestion diagnostique. Mais le deuxième temps, évidemment, c'est l'ordinateur tout seul. Très rapidement, il n'y aura plus besoin d'humains. Les humains sont chers, ils sont pas fiables, ils tombent malades, ils se mettront en grève, ils râlent, ils rouspètent. Donc, je pense que ça sera l'ordinateur et on mettra sa carte bleue en ligne en face d'un psychiatre numérique et on saura qu'on est bipolaire ou autiste. Enfin, il y aura peut-être un peu de cohabitation entre les deux. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se réunisse pour défendre non plus telle chapelle, telle approche, pas la psychanalyse, la psychothérapie comme ci, comme ça, ou la chimiothérapie. Moi, je suis aussi un psychiatre qui considère que c'est un métier médical et que la prescription, la certification, etc., ça fait partie de nos devoirs. Et je l'ai toujours fait. Et
je suis toujours étonné quand des collègues me disent « Mais vous avez l'air de défendre la psychanalyse, donc vous prescrivez pas ». J'ai prescrit des hectolitres de neuroleptiques, enfin, dans une vie professionnelle. Il a oui, j'avoue, enfin. Ah ben, je l'avoue absolument sans phare. Mais donc, je pense qu'il va falloir réunir les forces vives du métier pour contrer le mouvement vers une psychiatrie numérique qui sera une psychiatrie sans altérité, sans rencontre avec l'autre. Et ça, alors là, vraiment, je pense qu'on va dans le mur, mais le plus complet qui soit, parce que en plus, ça risque d'alimenter quelque chose qui est déjà présent chez nos jeunes générations, qui est je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même avec mon ordinateur, tout en ligne. J'ai besoin de personne pour savoir que je suis bipolaire, autiste, ou pour acheter sur Black Friday ce qui me plaît, enfin, etc. Je pense que c'est là l'un des enjeux. Ceci dit, c'est une proposition, encore une fois, mais certainement à affiner et à discuter. Juste quelques remarques par rapport à ce que vous dites. Sur quoi repose l'idéologie des centres experts? Cette idéologie, c'est que des psychiatres sérieux, avec une formation scientifique, vont faire le bon diagnostic que n'ont pas fait les autres, et que, au fond, comme au 19e siècle, à partir du moment où on a fait le diagnostic, il y a une marche de la maladie. Et que cette marche de la maladie, vont s'en occuper des psychiatres de terrain, peu nombreux, mais prescripteurs. C'est une représentation totalement fausse. Ce qu'on observe dans nos pratiques, c'est que l'accompagnement du patient, au fur et à mesure de l'accompagnement du patient, il y a des réélaborations, il y a des mutations, il y a des moments carrefour à évolution aléatoire, etc., etc. Et que c'est cet accompagnement qui fait la qualité du soin, pas un diagnostic qui est posé une fois, avec ensuite des prescriptions un peu comment dire, routinières, qui sont reprises. C'est la première erreur. J'ai essayé de décrire 9 niveaux dans la clinique de l'expertise psychiatrique. Le premier niveau, c'est le niveau médical classique, c'est-à-dire la sémiologie, le recueil des signes, qui renvoie, comme disait Georges Lantéry-Laura, à des classifications répertoriées, voilà, etc., des configurations répertoriées, c'était sa formule. Mais ça, c'est le premier niveau, c'est la démarche classique. Alors, il y en a bien d'autres. Le deuxième niveau, c'est plus un niveau qui va du singulier au général, mais au contraire, du général au singulier. C'est-à-dire, quelle est la manière de ce sujet, qu'à ce sujet-là, d'être schizophrène, bipolaire, etc. Et donc, comme ça, il y a 9 niveaux. Mais il y a un niveau qui est fondamental en clinique psychiatrique, qui est que le clinicien fait partie du tableau. Il n'est pas à distance. Il éprouve. Et que c'est à travers le clavier de ce qu'il ressent, de ce qu'il éprouve, de ses contre-attitudes, que c'est une mine d'informations absolument considérable que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir. Alors l'intelligence artificielle, en cancérologie, elle est beaucoup plus efficace au niveau diagnostic que n'importe quel cancérologue. Elle intègre tous les travaux actuels, les traitements, la manière la plus fine possible. Et donc, l'intelligence artificielle en psychiatrie, oui, elle est parfaitement capable de faire un diagnostic instantané à un moment donné des signes qu'a le patient. Et donc, il y a un 9e niveau. Il y a un 9e niveau dans l'appréciation des différents registres d'expertise, qui est que vous savez, il y a des expertises, ça part dans tous les sens. On ne sait pas où est le clinicien, il étudie tout, hein, c'est tout azimut, mais en définitive, à la lecture, on n'a pas du tout, on n'arrive pas à savoir qui est la personne. Et ce 9e niveau, c'est la subjectivité du clinicien. Alors, allez parler de subjectivité à des psychiatres universitaires, ils vont vous dire, mais c'est l'horreur. Mais c'est cette subjectivité qui organise l'ensemble, je dirais, des différents registres qu'on a intégrés dans un examen clinique. C'est de donner son avis. On nous demande notre avis, on donne notre avis. Mais on donne notre avis, méthodologie la plus rigoureuse possible, etc., etc. Et effectivement, pour parler simplement et pour essayer de modéliser les choses, ces 2 niveaux-là, l'intelligence artificielle, elle peut pas.
Par contre, elle peut beaucoup de choses. Moi, j'ai juste une anecdote. Mon fils est avocat et dans une affaire, il a demandé à l'intelligence artificielle de rédiger une lettre. Elle a rédigé une lettre en 3 secondes, remarquable. Il aurait fallu, je sais pas, 2 jours à un stagiaire avocat pour rédiger cette lettre. Bon, c'est les choses comme ça qu'elle peut faire, mais en même temps, dans la relation, la communication avec un autre, alors je ne sais pas à quoi pourrait ressembler un transfert sur une machine, bon, etc., etc. Bon, bien entendu, on ne peut qu'être d'accord avec ce que vous dites, et en même temps, on ne peut pas récuser de manière totale tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle. On s'en sert tous, hein, qui nous facilite la vie. Mais ma hantise, c'est une psychiatrie sans rencontre avec la réalité. Et ça la rencontre avec une machine, c'est pas une rencontre. Et alors, effectivement, moi, encore un pas plus loin sur ce que vous dites du modèle là qui est en train de s'installer. J'en parlais dans mon précédent livre sur la psychiatrie, le manifeste pour une psychiatrie artisanale. Il y a à Lyon un collègue qui s'est d'ailleurs récemment illustré par le fait qu'il fait du prosélytisme pour le Rassemblement national. Ah bon? Avec les courriers de l'hôpital. Il envoie depuis l'hôpital des courriers aux citoyens pour les inviter à se présenter sur les listes du Rassemblement national. Et le fait grave, encore plus grave, c'est que l'hôpital, en l'occurrence, n'a rien dit. Mais ce collègue disait, urbi et orbi, les ophtalmos ne suivent pas les aveugles, les ORL ne suivent pas les sourds. Il n'y a aucune raison pour que les psychiatres suivent des malades. C'est-à-dire que la maladie est considérée comme un handicap fixé dans cette perspective. Et effectivement, on fait l'action diagnostique, des préconisations, et puis ensuite, le cours de la maladie fait son cours, voilà. Et alors, l'avantage énorme de ce modèle, c'est que vous avez beaucoup moins besoin d'institutions sanitaires qui ont l'inconvénient d'être chères. Vous placez très vite les gens en médico-social, dans des foyers, machin. Sauf que qui a fait des interventions, de la formation, choses comme ça, dans les structures médico-sociales, on connaît la fragilité, l'incapacité à penser l'effet psychopathologique et les troubles des conduites des malades qu'on soigne, et les catastrophes que ça produit, le fait d'amener dans le dispositif médico-social trop fragile des gens qui sont pas stabilisés du tout. Je dis pas qu'il faut jamais mettre un schizophrène dans un foyer d'accueil médicalisé, hein, c'est pas en tout ou rien ce que je dis. Je pense que maintenant, là, on a tendance à le faire beaucoup trop vite et à beaucoup trop vouloir confier à une institution moins onéreuse des situations qui méritent qu'on y mette le paquet. Et bien entendu, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que le secteur, faut être clair, le secteur, c'est quand même, ça a besoin de beaucoup d'humains, hein. Bon, pour une population de 70 000 habitants en moyenne, etc., etc. Et là, on s'oriente vers quoi? On s'oriente vers une défectologie dans la cité, avec des centres experts qui feront des diagnostics, et puis du soin psycho-médico-social dans lesquels les psychiatres seront très peu nombreux. Et vous le dites quelque part dans votre livre, vous dites, aux psychiatres, quand les universitaires quittent la Fédération française de psychiatrie, ils ont effectivement un modèle extrêmement réducteur de ce qu'est la psychiatrie, mais de toute façon, le psychiatre, il fait l'expertise, il fait le diagnostic, et puis après, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, il y a des assistantes sociales, enfin, voilà, au fond, ce qui fait l'essence même de la psychiatrie que nous aimons, c'est-à-dire, alors Racamier disait un regard en plusieurs registres et une écoute en plusieurs dimensions. C'est la capacité justement d'embrasser à la fois une visée clinique, anthropologique, humaniste, philosophique, etc. Ce qui faisait que les psychiatres qui nous éblouissaient quand on était en culotte courte, n'est-ce pas Bernard, c'était des gens qui avaient une culture, une érudition comme ça, qui était ouvert. Et tas de choses. C'est plus du tout à la mode, là. Hein. Maintenant, la psychiatrie est une spécialité médicale comme les autres. Alors ça, on pourra en parler pendant des heures. Les infirmiers sont des infirmiers comme les autres. Les internes sont des internes comme les autres. Etc., etc. Résultat des courses, le choix de la psychiatrie est 40e sur 44 chez les internes. Ça a été un désastre. Un désastre. Cette idée de déshabiller la psychiatrie et de la réduire
au pur modèle médical, ça s'est soldé par un désastre. Voilà. Donc, à vouloir en faire une discipline comme les autres, on a fait une discipline moins que les autres. Voilà. Donc, Ce qu'elle a toujours été d'ailleurs. Merci Daniel Zegleux aussi de nous inviter à pas seulement rester dans un regard comme ça pessimiste, mais aussi nous responsabiliser et de dire quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que le contexte récent aussi nous invite pas un petit peu d'optimisme? Il y a eu ce projet d'amendement contre le remboursement de la psychanalyse et qui a emporté quand même une mobilisation absolument incroyable, puisqu'il y a quand même eu 90 000 signataires. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi d'unité où nos adversaires quand même se rendent compte aussi que en face il y a une union. Je vois qu'il y a tous les syndicats de psychiatres ont signé, mais aussi l'UNAFAM, et qu'il y a une conjonction comme ça entre les usagers et les professionnels qui peut nous permettre aussi de compter nos forces et de voir qu'une réponse est possible. mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais exclure la psychanalyse, c'est pas la psychanalyse qu'il faut exclure, c'est les cons. Parce que non, mais si vous voulez, c'est ça le, Et là, quand on fait que la psychanalyse, y compris psychanalyste. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est ça le vrai problème. C'est pas une défense de la psychanalyse. Moi, je parle de l'apport de la psychanalyse dans la psychiatrie, mais moi, j'ai fait des expertises avec des gens qui avaient des horizons tout à fait différents, mais qui étaient des bons cliniciens. Et puis, j'ai fait des expertises avec des psychanalystes qui étaient réducteurs, imbéciles, idiots, à côté de la plaque, qui comprenaient rien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens, ce combat pour ou contre la psychanalyse. Aucun sens. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part des neurosciences notamment, une espèce de technophilie? Il faut utiliser les machines. C'est-à-dire qu'il faut faire des IRM pour diagnostiquer des pressions résistantes. Il faut faire des dosages biologiques pour faire des biomarqueurs. Il faut utiliser effectivement l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'il y a, et ça qui n'est pas du tout chiffré dans leurs dépenses, c'est-à-dire au contraire un recours massif aux technologies, trop plus objectives. Effectivement, il faut éliminer l'observateur, il faut éliminer le clinicien pour obtenir une scientificité plus grande. Et que là, il y a quand même une inquiétude à avoir. Et comment on peut défendre ça, effectivement, sans passer pour d'affreux technophones? C'est un peu le drame de la psychiatrie par rapport à d'autres spécialités médicales. C'est que tous les symptômes qui nous sont rapportés sont objectifs. On n'a jamais pu mettre au point un anxiomètre. Il y a eu des tentatives, vous savez, avec la conjonctivité cutanée, il y a eu tout un tas de trucs. Mais on n'a jamais pu mesurer l'angoisse, mesurer la dépression, mesurer un quelconque effet traumatique, etc. Donc, on se base sur quoi? Sur la parole des patients et sur la crédibilité. Et c'est vrai que parfois, on se fait passer des buts, hein, on va pas dire le contraire. Parfois, des patients majorent leurs symptômes pour obtenir un bénéfice secondaire et on se fait avoir. Mais on se fera toujours avoir avec ça. Et c'est pas ça qui plombe le budget de la sécurité sociale. Enfin, ça, j'en suis absolument persuadé. Un certain nombre de psychiatres qui ont une approche très neuroscientifique, ils voudraient absolument objectiver, pour vraiment lire Gonon et dire tout ce qu'il dit sur les impasses de cette volonté. Moi, je suis très frappé, j'en parle dans le bouquin, par l'histoire de l'hippocampe, vous savez, qui est plus petit chez les déprimés chroniques. Bon, il est plus petit d'1%, et Conan dit bien, c'est imparable, c'est vrai, toutes les études le montrent, sauf que la variabilité de sa taille est de 10%. Donc, quand vous avez un hippocampe petit, vous ne pouvez absolument pas dire s'il est petit parce qu'il est petit, ou s'il est petit parce que vous êtes déprimé. Enfin, c'est tout sauf un marqueur d'imagerie. Et tous les raisonnements qu'on nous sert sont entachés de ce genre d'aporie, de vices de construction, et tous visent à, effectivement, d'essayer d'objectiver l'inobjectivable. Je pense, enfin, moi je milite aussi beaucoup pour ça, pour que on restaure une acceptation de quelque chose qui était épistémologiquement tout à fait bien accepté il y a 30 ans, c'est le non-savoir. C'est que il y a des situations, il y a des maladies dans lesquelles on n'y comprend rien, ou pas grand-chose. Et quand on croit comprendre, l'épisode suivant nous montre qu'on n'avait rien compris, et puis on remet sur le métier, on recherche à comprendre. Votre Thierry, il était un peu dans ce mouvement-là. Oui. Pour prolonger ce que vous disiez, probablement il y a un effet déceptif du fait que soigner des gros malades mentaux ne donne pas l'assurance de les remettre dans le circuit, de
de les réinsérer. Il y en a qui, quels que soient nos efforts, à ma foi, nous mettent en échec. Mais c'est pas pour ça qu'il faut capituler. Parce qu'il y a quand même, dans la psychiatrie, moi, je l'ai vécu, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu, des gens qu'on découvre à ramasser à la petite cuillère, et puis on rassemble les morceaux, et au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans de soins, on a des gens qui sont beaucoup plus charpentés, beaucoup moins souffrants, beaucoup plus capables de trouver une place dans la société. C'est l'honneur de notre métier, je dirais, que d'essayer de donner aux malades une place dans la société qui soit vivable et digne. Pas une ambition faramineuse, mais je pense qu'on la perd un peu de vue. Il faut savoir dire aux décideurs et à ceux qui financent, répondre à des questions quoi, comment, combien, pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Combien ça coûte, etc., etc. Et c'est là qu'on n'est pas très performant. Mais bonsoir. Moi, je vais essayer de poser quelques questions, mais aussi je suis pas très en forme. J'ai, moi, beaucoup apprécié chez vous deux dans vos parcours respectifs, parce que Daniel Zaguri, peut-être Clément l'a pas dit, mais vous avez été aussi chef de secteur à l'Évrard. C'est-à-dire vous avez pas que cette, il l'a dit, pas que cette casquette de l'expert. Et à vous entendre, on voit à peu près ce qu'il faut défendre. Alors, vous dites il faudrait mieux défendre, etc. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous a beaucoup manqué, ma génération et celle d'en dessous, la vôtre, c'est une transmission universitaire des progrès que vous évoquez. C'est-à-dire, les progrès, l'histoire, sont finalement connus de très peu de gens. Et le secteur, ses fondements, la désaliénation sociale et psychopathologique ou Bonafé, c'est ignoré. Ignoré, vraiment. Et pourquoi c'est ignoré? Parce que l'université a gardé la transmission aux médecins et que les psychologues ont une transmission qui pouvait être ce qu'elle était, qui était localement très différente selon les collèges universitaires, mais qui était orientée par une science psychopathologique ou une autre, ou une théorie plutôt qu'une autre, et probablement que cette histoire de clinique, qui quand même heureusement est bien défendue, reste le socle commun de beaucoup de praticiens qui pourtant ont des formations très différentes chez nos collègues psychologues et chez les psychiatres, des formations quasi inexistantes par endroit et moyennes dans d'autres. La formation de ma génération est quand même déjà assez mauvaise et elle est de pire en pire. Et c'est vrai que cette absence de transmission de ce qu'a été vraiment le progrès de la psychiatrie, c'est quand même, moi je crois, ce qu'on peut beaucoup reprocher à la génération qui nous a précédés et à ma génération qui a laissé faire cet état de fait en considérant que finalement les universitaires étaient un peu intouchables, qu'on ne pouvait pas vraiment s'opposer à eux, au risque de refaire une guerre de tranchées, psychiatrie biologique, psychanalyse, qui semble-t-il avait eu lieu, ou en tout cas faisait rage, et risquait de se redéclencher à tout instant, comme si on marchait tous sur des braises et un feu qui pouvait. Ce terrain miné pour la transmission, moi je crois qu'il est beaucoup notre responsabilité aujourd'hui, parce que ce que vous décrivez, c'est la clinique, finalement, de deux cliniciens passionnés. C'est vraiment le plaisir à vous entendre, à vous lire, qui est transmis à chaque fois. C'est le plaisir d'être avec des patients, le plaisir d'en dire quelque chose. Vous disiez, Daniel Zaguri, il me dit, il faut dire ce que vous en pensez. Je dis ce que j'en pense. L'objectif n'est pas plus important, mais il n'est pas moins non plus. Donc déjà, défendre la clinique, défendre l'histoire, et défendre probablement ce que vous disiez aussi, peut-être en introduction, que tu disais, Emmanuel, sur, je ne sais pas qui était la citation, sur finalement, qu'est-ce qui décrirait mieux notre humanité. C'est plutôt les éclopés, comment on traite les éclopés, les malades, les infirmes, c'est plutôt, je sais pas comment on les traite, mais disons, c'est eux qui ont quelque chose à dire. Il y a cet angle-là du témoignage qui est aujourd'hui très fort dans notre société. Le témoin est quelqu'un qui est vraiment à une place comme, je ne sais pas si... Non, il a déjà été aussi important. Enfin, aujourd'hui, les témoignages, il y a des espèces de coming out santé mentale. Aujourd'hui, on peut dire, dans une réunion publique, moi j'ai assisté à ça, à la mairie de Paris, l'adjointe à la santé qui dit moi j'ai vécu un épisode psychiatrique, je sais ce que c'est, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait. Il y a des témoignages en journaliste radio, tout le monde connaît. Tout le monde fait. Ça fait, c'est ce que la sénatrice a fait pour défendre son amendement également. C'est le savoir expérientiel. Alors, justement, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un récit, probablement le récit des familles, dans le cas de l'autisme, puis aujourd'hui dans le cas des TND plus généralement, qui est
probablement un des premiers, qui a des précurseurs. L'autisme, les associations d'usagers et de familles ont été très très actives dans justement la mobilisation d'un récit. Les patients, aujourd'hui de la psychiatrie habile, ce que vous décriviez, disait votre malade Daniel Thierry, qui dit finalement, c'est à vous que je pense quand je pense au progrès qu'a fait le secteur. Ces malades-là, certains peuvent témoigner. Et alors dans les témoignages de patients adultes, il y a beaucoup de gens très mécontents de la psychiatrie, c'est souvent c'est le bordel. Hein. Quand on fait venir des usagers pour discuter de la contrainte, pour discuter des choses pas drôles de la psychiatrie, c'est un bazar pas possible, mais c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et probablement, cet angle du témoignage serait largement favorable à une psychiatrie plurielle, humaniste, clinique, respectueuse de la relation, alors qu'une psychiatrie de centre expert déçoit, en particulier, comme vous le dites, Emmanuel, tu me dis, c'est les usagers. Ils sont extrêmement déçus de leur passage dans les centres experts. Qui a été heureux d'un passage en centre expert? Moi, j'aimerais qu'ils trouvent fondamental des gens satisfaits de l'expérience. Ont-ils des 5 sur 5 sur Google? Alors, la psychiatrie publique n'a pas des très bonnes notes sur Google, mais en l'occurrence, nous, on fait face à cette espèce de conflit permanent de cette société démocratique. Eh bien, il faudrait qu'ils y participent aussi. Et à mon avis, ils ne seraient pas plus favorables que nous. Et on aurait, nous, au moins, des témoignages de gens qui ont cheminé des années comme on en a dans les GEM, dans les groupes d'entraide mutuelle. On a des gens qui ont cheminé en psychiatrie, qui racontent des choses bouleversantes sur le soin psychiatrique et qui nous enseignent beaucoup de ce qui a été important pour eux. Et je crois que c'était un livre de Guy Baillon sur les usagers au secours de la psychiatrie. Il y a réellement un mouvement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois défendre la clinique de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, pas grand-chose. Reprendre une part dans l'enseignement universitaire, c'est-à-dire dire aux universitaires, vous ne parlez pas de psychiatrie. C'est vrai. Moi, j'ai jamais osé trop, probablement, dire aux internes eux-mêmes que c'était vraiment nul ce qu'ils apprenaient, mais ils sentaient bien qu'ils nous déçoivent de plus en plus, les internes. Et on a dû décevoir, nous aussi, nos prédécesseurs. C'est-à-dire, si la formation est mauvaise, finalement, tout le monde finit par créer des psychiatres non désirés qui eux-mêmes se vivent très très malheureux dans leur profession. Voilà, donc moi j'ai l'impression en vous écoutant qu'il faut défendre clinique, l'histoire du progrès scientifique et social que fut le secteur, essayer d'aller chercher les témoignages des patients et enfin aller frapper à la porte, comme vous disiez, avec des arguments de bon sens qui sont, ceux que vous défendez, même si la question des moyens, c'est un truc effectivement... finalement, qu'il faut préciser, quoi. Parce que, moyens, oui, bien sûr, mais... Mais Xavier, une petite remarque. Moi, je suis également fait partie des gens déçus de la formation, de la transmission du métier. Mais il faut vraiment observer que les universitaires, pour une partie d'entre eux, ont opéré une véritable confiscation Bien sûr. de cette transmission. Bien sûr. Ouais. Et par exemple, certains ont même inversé les rôles. Ma génération, notre génération, l'interne choisissait son service. C'était une règle absolue. Maintenant, il y a des professeurs de psychiatrie qui imposent aux internes de passer d'abord dans leur service et qui les formatent. Et il y a des espèces de captures. Par exemple, il y a des services comme le centre Artaud à Reims qui voient plus arriver d'internes. Les fléchages sont faits de manière à ce qu'ils soient, c'est un peu dissuasif. Et les internes n'arrivent plus dans ce genre de structure où on apprend véritablement le soin. Et deuxième remarque, effectivement, moi je crois que je suis très sensible au fait que les relations avec nos patients ont considérablement évolué. Depuis l'époque où j'étais interne, maintenant on les invite dans les congrès, on les invite à prendre la parole, on leur donne une place qu'on leur donnait pas, c'est peut-être pas encore idéal, c'est un peu la foire des fois. C'est vrai, hein, on a tous vu des congrès où la parole est embolisée par un maniaque qui veut absolument vider son sac. Mais, ma foi, c'est assez pittoresque. Moi, j'aime bien les fous, donc ça me gêne pas spécialement. Et puis, et puis ça fait avancer notre compréhension, notre connaissance de ce qu'on fait vivre à nos patients. C'est une bonne évolution, et je crois qu'il faut noter tout ce qui va dans le bon sens. La transmission, c'est vraiment un problème énorme. Et en plus, il y a un deuxième aspect, et après je lâche le micro, c'est que la démographie a été tellement maltraitée par des politiques, la démographie médicale, avec actuellement
depuis 5-10 ans un départ massif des générations, justement, des générations pléthoriques de psychiatres, départ à la retraite, et un énorme trou qui fait que même l'enseignement par compagnonnage sur le terrain, il risque de plus se produire, en tout cas il se produit beaucoup moins fortement et facilement que dans les années 80 quand moi j'ai appris. Effectivement, on apprenait en regardant faire les aînés, et pas forcément les aînés universitaires, des gens de terrain qui avaient une connaissance du métier. Le mot confiscation, c'est le bon mot. Hein. Ils ont confisqué l'histoire. Ils ont confisqué l'histoire. C'est-à-dire que pour un interne, la psychiatrie est née aux États-Unis ou bien dans les choux. Hein. C'est-à-dire, mais comment dire, l'histoire de la psychiatrie française, de l'asile, de la psychothérapie institutionnelle, du secteur, c'est complètement passé sous silence. Avec ce truc mais qui est totalement fou, qu'ils viennent dans des services, ou ils venaient dans des services, parce qu'effectivement maintenant ils y viennent moins parce qu'on les a confisqués également de ces services-là, et donc ils venaient dans les services le matin, et l'après-midi ils apprenaient une psychiatrie qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient fait le matin. Bon, j'ai un interne lyonnais qui m'a dit, parce que je disais que plus personne ne connaissait l'Antéry-Lora, ni si, moi, monsieur, je le connais, parce qu'il a un pavillon au Vinatier. Il y a un pavillon qui s'appelle l'Antéry-Lora. Bon, mais sinon... Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Mais c'est énorme. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, ils sont arrivés, quand même, pour une bonne hygiène psychique, il faut aussi savoir s'identifier à l'agresseur. Ils avaient aussi quand même des bonnes raisons. Ils avaient aussi quand même des bonnes raisons de dépoussiérer. Hein. Il faut quand même être clair. Hein. Bon, faut quand même être clair. Donc ils sont arrivés, c'est nous que là. Tout ça, c'est du passé, c'est de l'archaïsme. On va vous apprendre la vraie psychiatrie scientifique, et paf, tout ça est parti aux poubelles de l'histoire. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut œuvrer à un troisième temps. Les universitaires sont pas tous des gros méchants qui veulent, et les gens du cadre sont pas tous des gros travailleurs ambitieux, et on l'a bien vu. Avec le secteur, il y avait des secteurs qui avaient des résultats parce qu'ils étaient extrêmement actifs, extrêmement dynamiques, extrêmement ambitieux. Puis à côté, il y avait des secteurs qui ronronnaient. Hein, bon, donc voilà, essayons de sortir du manichéisme et d'appeler un temps où je sais pas comment appeler ça, les partisans de la psychiatrie intégrative se retrouvent sur l'essentiel et défendent l'essentiel auprès des pouvoirs publics. Parce que là, actuellement, on est au fond du trou, quoi. Bah, pas tout à fait, puisque, comme vous le dites, effectivement... Oui, mais certaines mobilisations. Oui. Peut-être que Pascal Jeannot, et puis ensuite, vous voulez poser une question? Pascal, je ne veux pas finir au tableau. Alors, Pascal Jeannot, qui est directrice médicale de l'ESSEC. Oui, mais mais j'ai juste vous remercier déjà, et puis j'ai trouvé que c'était un échange très passionnant évidemment, et puis très stimulant, et qui nous donne beaucoup de force et d'élan vital pour peut-être entrer un peu en résistance. J'ai l'impression qu'on en est là quand même, devoir entrer en résistance, et je trouve que l'idée de faire des alliances évidemment est essentielle, parce qu'on est probablement un peu soumis au morcellement, comme vous disiez, qui est finalement celui de nos patients. Enfin, on est un peu contaminé par le clivage et le morcellement, et c'est contre ça qu'on doit lutter absolument, et contre cette destructivité-là. Je repensais à ce que tu disais, Xavier, sur la transmission, la clinique, l'histoire, etc. Pour ce qui concerne les témoignages, je me disais qu'il fallait quand même qu'on soit un peu méfiant de ce côté-là, parce que la fameuse sénatrice qui portait l'amendement 159, elle partait quand même d'une histoire personnelle un peu tragique. Elle a fait une mauvaise rencontre, je pense, et elle a rencontré un con, et puis voilà, tout simplement, et on s'en est parmi. Et oui, c'est sa sœur. C'est sa sœur qui a fait une mauvaise rencontre. Voilà, et elle en fait maintenant son combat, et c'est comme ça que ça nous arrive jusque dans les assemblées septuantes, quoi. Donc, je trouve qu'il faut qu'on se méfie aussi de où vont les témoignages. Moi, je crois que la parole est libre aujourd'hui là-dessus. Et moi, je trouve ça très intéressant, les témoignages. Après, tu as raison, ils peuvent être récupérés d'une manière qui peut nous échapper. Mais
On a cette chance en psychiatrie adulte que nos patients peuvent parler. C'est pas toujours leur famille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les familles disent plus du tout la même chose qu'il y a 10 ans. Enfin, je trouve qu'ils travaillent beaucoup sur la femme, sur la psychiatrie. Ils sont vraiment très différents, je trouve, d'année après année. Ils sont très constructifs. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur la question du nombre de lits. Là, il y a un vrai sujet, c'est que je pense que pour frapper aux portes des gestionnaires, pour qu'on les écoute, et eux, ce qu'ils veulent, c'est du domicile, de l'ambulatoire, etc., ils pensent qu'il faut hypothéquer les lits et dire, d'accord, ok, vous fermez des lits, mais vous ouvrez des structures d'HAD, enfin, des équipes mobiles, des soins intensifs à domicile. Donc, ils ont, à mon avis, pas le bon réflexe, parce que ça, des psychiatres ont essayé avant eux de jouer au plus gestionnaire, mais on n'est jamais plus gestionnaire que celui qui a les comptes sous les yeux. Et à mon avis, vraiment à chaque fois on se fait avoir avec cette truc-là. Il faut plutôt arriver en disant construisons plus, quoi. Plus d'équipes ambulatoires, plus d'équipes à domicile, plus de moyens pour le secteur. Et c'est vrai que cette question du nombre de lits, là aussi, bon, comme c'est intéressant quand tu dis ça, Pascal, tu ramènes à quelque chose de clinique qu'on connaît bien. C'est vrai qu'on s'est beaucoup divisé. À Paris, on se divisait sur le nombre de lits. Nous, on était asilaires. Les collègues des hôpitaux autour de nous disaient ah ouais, dans la SM13, vous avez beaucoup de lits. C'est un peu asilaire, ça. Il y aura beaucoup de lits. C'est intéressant parce que aujourd'hui, je crois qu'ils le diraient plus parce qu'on aura trop sabré de lits et maintenant ils ont envie qu'on on a des foyers. En fait, on avait des foyers de post-cure parce qu'il y avait que vraiment, il y avait ce truc entre nous. On est toujours en train d'aller critiquer chez le voisin quelque chose qui serait suspect d'une théorie, disons, emprunt d'une théorie un peu fumeuse, où il y aurait une part de pouvoir autoritaire, ou une part de fainéantise, le voisin est plus fainéant, le voisin est plus facho, le voisin est plus trop psychanalyste, l'autre il est trop biologisant. C'est vrai qu'on est vraiment, c'est l'auto-sabordage complet, parce que même à une toute petite échelle d'une ville, on est capable de se déchirer sur beaucoup de choses, et de dire le pire d'ailleurs du secteur du voisin. Donc ce truc, effectivement, de défiance qu'on a les uns envers les autres, à mon avis, il n'y a que les usagers, les familles qui peuvent sortir de là. Parce que... Il y avait une question, Marissa. Donc je suis interne, mais je suis passée à l'entraide, mais je voulais d'abord parler sur... Vraiment, on a dit non à médecine déjà, et en psychiatrie, c'est... Le biais le vertical, pas faire ça comme ça. Et donc vous avez raison, moi je peux critiquer pas la centresse, ça s'est très bien passé. Mais ailleurs, je peux critiquer aux chefs qui sont maintenant plus jeunes que moi parfois, mais ça passe pas bien. Ça se passe très mal pour les gens qui essayent de faire les choses autrement. Et donc, j'ai vu très mal mon adresse. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'organisation, il y a quelques séminaires, etc. Il y a des savoirs, mais on se les voit un peu comme on peut, tout seul, et ça manque des collectifs, et ça manque vraiment de quelque chose qui va changer. C'est une chose que je voulais dire. Mais après, c'était pour les centres experts, parce que ça dit aussi que les patients ne sont pas contents de tout. C'est pas du tout l'expérience que je peux avoir avec les patients. Là, je fais des remplacements en cabinet, il y a beaucoup de patients qui cherchent qu'on les adresse à un centre externe pour avoir un diagnostic. Et après, ils reviennent avec un diagnostic, ils seront très contents de leur diagnostic. Ils sont vraiment, ça, pour eux, c'est bien. Le travail est fait et après, il n'y a plus d'engagement dans la relation thérapeutique, rien. De leur traitement, surtout la Ritaline, et puis c'est bon. Et ça, c'est aux catastrophes, vraiment. Peut-être quoi, l'hyperactivité, non? Il y a peut-être un sujet sur la Ritaline. Mais la bipolarité aussi, c'est des deux. Ah oui, oui, pas. Alors, la fétichisation du diagnostic, effectivement, mais là, logiquement, dans une réduction médicalisante de la psychiatrie au pur modèle médical, le fait de dénoncer le diagnostic est un progrès, une bonne chose, et c'est effectivement souvent bien perçu par les familles. Et c'est un des axes principaux de l'idéologie des réductionnistes. Et il faut quand même avoir le courage de dire que parfois ils ont raison. C'est ça qui est compliqué en psychiatrie. Hein, c'est que parfois ils ont raison. Moi j'ai découvert, et je pense que c'est vraiment important, que ces organicistes qui défendent des centres experts ont importé en psychiatrie les principes qui gouvernent la cancérologie. Et en cancérologie, c'est indéniable que plus
on fait le diagnostic précocement. Plus on commence le traitement tôt, et meilleur est le pronostic. C'est une évidence. En psychiatrie, j'en suis moins sûr. J'en suis beaucoup moins sûr. Et en particulier, je suis extrêmement inquiet d'une tendance à faire des diagnostics de pré-maladie, de vulnérabilité à telle maladie, etc. Chez les adolescents, la vulnérabilité à la schizophrénie, ça risque de conduire à neuroleptiser des gens qui auraient été simplement un peu farfelus, des Hichens, si vous voulez, ou des gens comme ça. Je suis, moi, très, très circonspect. Et puis, c'est vrai, alors, par plaisanterie, la fétichisation du diagnostic, elle m'amuse un peu. En une vie professionnelle, j'ai connu 5 versions du DSM, vous aussi, Daniel, et 3 versions de la classification internationale des maladies. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce bouquin que j'ai dit, mais enfin, il faut faire diagnostic vite, de peur qu'ils disparaissent, enfin, avant qu'ils disparaissent des classifications. Enfin, sans compter que l'évolution du patient nous détrompe assez fréquemment. C'est mon ami Vincent Mahé là qui a examiné une patiente et puis il appelle l'interne et il dit allez chercher les dossiers d'il y a 10 ans et donc l'interne lui dit le diagnostic qui avait été posé alors c'était celui de schizophrénie. Il fait mais quel est l'imbécile qui a dit une chose pareille? C'est vous monsieur. Eh oui, sans arrêt comme ça. Sans arrêt comme ça. Mais là, quelque chose on tourne un peu autour, qui est aussi très frappant, et moi je vois ça depuis peu, c'est que les troubles mentaux qui étaient frappés de honte, quand même la plupart du temps, deviennent presque glorieux. Je ne cesse de recevoir des patients qui viennent avec leur diagnostic déjà. Alors éventuellement, ils ont déjà fait un bilan chez le psycho, et ils me disent, j'ai un TDAH, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Vous êtes prié de faire un document, l'ordonnance de Rétanie, un document qui atteste de ça. Bon, c'est cette vision que dénonce Jean-Jacques Laboutière, hein, ce nouveau logiciel de métier qui est extrêmement appauvrissant. Je résiste pas au plaisir de vous raconter une consultation traumatique récente. J'ai reçu une jeune femme, tout à fait insérée, tout à fait une étudiante, qui me dit qu'elle allait très bien jusqu'à il y a 2 ans. Puis pendant 2 ans, elle a été, disons, dans un état timide, fluctuant, et puis depuis 3 mois, elle va très mal. Elle a fait une grosse dépression. Le contexte, c'est que elle était dans une relation amoureuse qui était très épanouissante, puis il y a 2 ans, son chéri a dû partir pour faire ses études ailleurs, donc il se voyait moins, et donc ça c'était la période de fluctuation thymique, et puis il y a 3 mois, ils ont décidé de rompre définitivement. Et je lui dis, probablement maladroitement, mais voulant dédramatiser, je dis, bon, vous souffrez d'un chagrin d'amour, semble-t-il. Mon Dieu, elle était fermée comme une huître, elle voulait être bipolaire. C'était pas pensable qu'elle sorte de la consultation. Je ne l'ai jamais revue. J'ai redonné rendez-vous, j'ai essayé de récupérer comme j'ai pu la situation, et je ne l'ai jamais revue. Je suis très, très sidéré par cette évolution des pratiques et de la relation thérapeutique. Alors, juste une question. Oui, pardon. Je m'appelle Isabelle Auvard et je suis cadre de santé et formation infirmière et psychologue. Parce que j'ai eu comme professeur Thierry Laura, j'ai effectivement rencontré aussi Jean M, Monsieur Houry, tous ces gens-là. J'ai fait partie des CMEA, des Croix Marines, ce genre de choses. Et je vais abonner, moi, sur l'enseignement et sur la transmission, ce que vous disiez. Et quand on parle de secteur, mais vraiment, je suis très attachée à ce qui est le soin du secteur. Parce que dans le soin du secteur, on n'est jamais seul. Et je trouve que par rapport à ces époques d'avant dont vous parlez, mais je trouve qu'actuellement, il nous manque des historiens, il nous manque des philosophes, qu'on n'entend plus beaucoup. Et on entend beaucoup de scientistes, effectivement, et qu'on a besoin un peu de poésie, on a besoin d'aller voir ailleurs. Et aussi par rapport à la formation, et vous l'avez dit à 2 reprises tous les deux, je me rends compte, en fin de compte, que
moi, mes collègues, ils sont plus du tout formés à la sémiologie. Nous, on était formés à la sémiologie. Alors, on nous parlait des leptosomes, on nous parlait de choses comme ça, mais bon, c'était pas très grave, quoi. Enfin, quand on nous demandait à regarder, et quand on disait, oh, il marche à côté de ses chaussures, mais c'est vraiment que les gens, des fois, ils marchent littéralement à côté de leurs chaussures. Enfin, je veux dire, faut vraiment pouvoir regarder ça, regarder la façon d'être habillé, regarder la relation, regarder quel regard on a. La question du corps aussi chez les infirmiers a beaucoup été abandonnée. Elles travaillaient beaucoup sur le corps. Moi, je vois le nombre de patients qu'on arrive à poser, à calmer après avoir pris un traitement, mais simplement en leur prenant la main quand ils acceptent effectivement ce rapport du toucher. Et du coup, quand on fait par rapport à cette évolution, quand vous parlez de l'évolution des études de psychiatre, mais il en est même pour les infirmiers. Je veux dire, vous voyez bien, maintenant, les IPA, leur première année, mais c'est une année d'externat, où on les forme à la chimiothérapie, beaucoup, mais très peu à tout ce courant, effectivement, d'éducation, d'écoute, d'histoire, de philosophie, de pouvoir amener l'autre vers autre chose, de travailler sur nous-mêmes aussi. C'est quelque chose qu'on nous apprenait beaucoup dans les années 90. On me demandait où on en était et on travaillait en équipe sur nous-mêmes également. Et je trouve franchement que, voilà, on est arrivé sur les infirmiers de pratique avancée, calqués exactement sur le modèle de la médecine classique et avec très peu d'ouverture sur tout ça. Et on leur demande, on se demande, un peu mon impression, je suis peut-être très réductrice, mais quand même beaucoup d'être dans la prescription. Mais on ne demande pas aux infirmiers si ils ont plutôt une approche systémique sur quels sont leurs paradigmes, quels sont ce genre de choses. Et il me semble qu'on a loupé un gros virage qui était en 2003. C'était les États généraux de la psychiatrie. Et moi aussi, on s'en souvient, Bernard. Non, mais où vraiment cette question a été discutée de on part sur quoi? Une spécificité ou une spécialisation? Et moi, je faisais partie de ces gens qui défendaient je veux garder mon titre de secteur psychiatrique. À la limite, infirmière, j'en ai rien à faire. Voilà. Et on n'a jamais été suivi là-dedans. Et quand vous parliez d'unicité, j'espère qu'on arrivera à la faire. Parce qu'en 2003, on a quand même une bête guerre de châtel, quoi. Et je pense qu'on s'est tiré nous-mêmes des balles dans le pied, malheureusement. Par rapport à ce que vous dites, c'est quelque chose d'énorme que je vais dire, mais bon, vous évoquez des ancêtres, des gens vis-à-vis desquels vous vous sentez dans une filiation. Lantéry-Laura, M, Daumaison, Bonafé, etc. Mais ces gens-là ont totalement disparu de l'histoire de la psychiatrie. Les internes ne les connaissent pas. C'est comme s'il y avait une rupture brutale, une révolution, et que ces gens-là sont partis dans le trou noir de l'histoire. Enfin bon, voilà. Donc, et c'est cette continuité qu'il s'agit de réinstaurer aujourd'hui. Alors peut-être en intégrant effectivement une dimension neuroscientifique, mais parmi toutes les potentialités de la psychiatrie qui est nécessairement hétérogène et nécessairement qui a des multisources, quoi. Vous parliez tout à l'heure des neurosciences. Quand vous interrogez des neuroscientifiques sérieux, que vous leur demandez en quoi les neurosciences ont changé la thérapeutique quotidienne des patients, ils vous répondent en rien. Bien sûr. Ben oui. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans une ville de province à faire mon petit numéro de présentation et j'ai été vigoureusement attaqué par un professeur. En gros, l'assistance était assez sur la même longueur d'onde que moi, puis il y avait un professeur qui m'a dit c'est un scandale, c'est des gens comme vous qui dissuadez les internes de faire de la psychiatrie parce que vous représentez un tableau tellement noir et vie fondamentale parce que c'est quand même grâce à eux que si on reçoit un schizophrène, on peut lui faire une IRM dynamique, je crois, un truc comme ça, ou un scanner dynamique, fonctionnel. Alors j'étais dans mes petits souliers parce que je savais pas que ça avait un intérêt dans la schizophrénie. Et je me disais, j'ai dû rater une étape, donc j'ai pas polémiqué.
Et puis le hasard a voulu, un hasard un peu objectif à la Breton, que personne voulant trop dîner en face de lui, la seule chaise vide au dîner était pour moi. Et donc je me retrouve en face de lui qui m'avait vraiment rentré dans le lard. Et je me suis dit, bah, écoutez, puisqu'on est tous les deux là, dites-moi, faites-moi mon bagage professionnel. Là, qu'est-ce que ça apporte, l'imagerie fonctionnelle de la schizophrénie? Rien. Mais si on peut le faire... Et c'est de faire fonctionner. Ouais, parce que ça coûte cher, tes gages sur stress. C'est la fascination dont vous parliez, Clément, c'est la fascination technophysique. Bernard Audier, j'étais ravi de vous entendre tous les deux. Et j'ai beaucoup de mal à choisir parmi toutes les questions que j'aurais de me poser. J'ai essayé de vous ramener un peu au début de vos entretiens, au début de vos contributions respectives. Cette critique du New Public Management, dont je rapproche la critique de la bureaucratie qu'a fait Daniel Zaguri. Bureaucratose. Qui a écrit un texte qui s'appelle La bureaucratose. Et je crois qu'on peut rapprocher les deux. Je voudrais évoquer, puisqu'on a le droit d'évoquer des ancêtres, Joseph Gabel, qui était un psychiatre qui, dans les années 60, était à la fois un clinicien chevronné. Il a fait des travaux très intéressants sur le rationalisme morbide et il a proposé, il s'intéressait à la différence entre aliénation mentale et aliénation sociale et il a fait des travaux très originaux sur la fausse conscience, une notion très intéressante. Mais si je l'évoque, c'est parce qu'il était aussi un critique de la bureaucratie. Cette critique de la bureaucratie qu'il faisait dans les années 60, on peut lui en savoir gré parce qu'il a été avant-gardiste en devinant que elle occuperait une place de plus en plus importante en psychiatrie, comme vous l'avez dit, Daniel et vous. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Joseph Gabel, examinant l'importance prise par la bureaucratie, a élargi la question, s'est intéressé au contexte politique et économique qui était propice au développement de la bureaucratie et a cherché quelles étaient les évolutions politiques et économiques qui éventuellement permettraient à la psychiatrie d'être à l'abri du développement de la bureaucratie, de la bureaucratose. Alors, Emmanuel Lenné, je vais me poser une question que vous n'aurez pas posée à des amis, probablement, mais vous êtes un homme public, vous écrivez, etc. Donc, je vais faire preuve d'audace. Est-ce que dans votre critique de ce qui se passe aujourd'hui, vous allez jusqu'à imaginer, je ne sais pas moi, la convulsion politique ou les changements économiques et politiques qui permettraient une évolution favorable de la psychiatrie? Peut-on penser, comme Daniel, une évolution autonome de la psychiatrie pourrait être positive si on se donnait tous la main? C'est bien ça, Daniel? Sinon, Comme je ne connais pas l'œuvre de Joseph Gabel, je suis un peu embêté pour essayer de vous répondre. Moi, je suis un élève de Jacques Hockman. Tu sais, j'étais chez Le CNI dans son service, et c'est quelqu'un qui reste très très important dans ma pensée de ce qui se passe. Et Jacques Hockman écrit et dit beaucoup depuis quelques années que l'histoire de la psychiatrie est couplée à l'histoire de la démocratie et que la psychiatrie devient sécuritaire, peut-être bureaucratique et sécuritaire, peut-être que ça marche ensemble, j'en suis pas sûr, faudrait voir. Mais la bureaucratie veut des protocolisations et des protocolisations vont toujours dans le sens du sécuritaire. Donc on peut peut-être faire cette hypothèse et effectivement, quand la démocratie va mal, historiquement, sur des grands trains historiques, la psychiatrie s'en ressent et peut-être que au fond l'essor du secteur et l'apport considérable à notre pensée professionnelle de cette époque est lié aux Trente Glorieuses et lié à une certaine désaliénation économique de nos institutions. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde se tienne la main pour un avenir radieux de la psychiatrie, comme subrepticement tu le susurres. Non, je voudrais simplement insister. Alors, pour qu'on en soit arrivé là, il a fallu beaucoup de facteurs. On a beaucoup parlé des universitaires, de la cassure, etc., du problème démographique, de la psychiatrie. Mais il y a quand même quelqu'un
qui a fait beaucoup de mal à la psychiatrie, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République. Je trouve quand même qu'on n'a pas été à la hauteur de la réponse, parce que la loi de 2011, qui régit tous les placements, c'est quoi? C'est Nicolas Sarkozy, à la suite d'un fait divers, d'un patient qui a tué, au cours d'une fugue, je crois, un jeune étudiant à Grenoble. Et on est resté sur une loi qui n'a absolument pas été discutée par la profession, totalement bureaucratique, etc., etc. La loi de 2010, alors la loi HPST, 2009, et puis les ARS, c'est 2010, hein, c'est ça. Je ne veux voir qu'une tête, celle du directeur. Hein, c'est au directeur de décider. Mais ils ont décidé, les directeurs. Hein, donc on a donné tout pouvoir à la bureaucratie, au point que les jeunes n'ont même... Moi j'ai l'expérience de directeurs d'hôpitaux qui nous aidaient, qui nous accompagnaient, et qui considéraient que leur rôle, c'était effectivement, dans la mesure des moyens alloués par la puissance publique, c'est de nous aider, de nous accompagner. Moi, j'ai connu un directeur, on était tous des cadras qui nous encourageaient de façon incroyable. Bon, donc, c'est pas une fatalité que les directeurs nous emmerdent et nous mettent des bâtons dans les roues, c'est pas une fatalité. Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. Et effectivement, Nicolas Sarkozy a marqué un temps politique de bascule vers la sécurisation de la psychiatrie. Il y a quand même des collègues je ne sais pas si tu étais à Antony, tu y étais. Alors, il y a des collègues qui ont pleuré. Hein. Ils ont entendu à travers ce discours que c'était la grande bascule, que toute l'histoire, depuis la guerre, l'après-guerre, le désaliénisme... Tu as raison, ça l'a été, effectivement. Hein? Ça l'a été. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de conjonctions qui ont fait que, bah voilà, on est là où on est. Voilà. Et dont des conventions politiques. Et comme un petit point, ça a été dit tout à l'heure, moi, dans mon expérience, les politiques ont un regard différent sur la psychiatrie quand quelqu'un de leur famille a eu un problème psychiatrique. Et c'est extraordinaire de voir. Moi, je prenais mon bâton de maréchal pour aller voir les maires, etc., pour avoir des appartements associatifs. Et puis, il y avait ceux qui étaient extrêmement hostiles, et puis il y avait ceux qui avaient un enfant, un parent, une épouse, qui avait des problèmes psychiatriques et qui avait une oreille tout à fait différente. Et alors, j'ai déjà oublié le nom de ce Premier ministre qui a fait un passage éclair à Barnier, voilà, c'est ça. Barnier, dont je crois la mère est une femme. C'est un frère. Voilà. Donc, il y a des facteurs comme ça qui paraissent un peu secondaires et aléatoires, mais qui peuvent être absolument déterminants. Alors, dans le cas de Sarkozy, ça a été déterminant en sens inverse. Catastrophe absolue. Je me suis pas réjoui quand il est allé en prison, mais quand même... Et à son actif, Sarkozy, aussi la loi de rétention de sûreté, qui confie à la psychiatrie le soin de faire la compétuité les deux derrière. Et ça, c'était vraiment... Là. Merci à tous les deux pour votre intervention qui est bien ce que vous avez écrit et qu'on a lu avec beaucoup d'intérêt. Petite remarque sur le réseau des PV et l'augmentation. C'est pas une bonne question de sécurité. C'était aussi le fait, compte tenu et vous l'avez bien dit, de diminution, on peut mettre assis du nombre de lits, que parfois la seule manière pour pouvoir faire rentrer quelqu'un à l'hôpital, c'était évidemment de le mettre sous péné. Ou sous... Péridélisant, tu as ça, loi de 2011, c'est ça? Oui. C'est ça, dans la loi de 2011, il y a à la fois cette question de la judiciarisation, passage devant le JLD, mais il y a le péridélisant. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est quand même, il me semble aujourd'hui que la psychiatrie, qui pendant pendant un siècle ou un siècle et demi, j'avais la totalité, je dirais, de la vie des patients. Aujourd'hui, il est évident qu'elle doit partager cette prise en charge. Et moi, je me fais l'avocat du médico-social. Je pense que dans le médico-social, il y a effectivement aujourd'hui des marques tout à fait intéressantes. Il y a des structures qui fonctionnent très bien, des SANSA, des services d'aide au travail, et il y a aussi le développement de la réhabilitation psychosociale qui n'est pas uniquement médicale, même si elle a à voir avec la psychiatrie.
il y a toutes les questions, c'est quelle continuité il peut y avoir entre ces deux structures. Alors, on n'en est plus à dire, comme je m'entendais dire il y a 15 ou 20 ans, on va quand même pas défausser location dans le médico-social. Il ne s'agit pas de se défausser, il s'agit de leur donner des aides, effectivement, pour une vie citoyenne. Et effectivement, de ce point de vue-là, la loi de 2005 est tout à fait intéressante et la pérédance, tout ça, c'est quand même des acquis importants. Et aujourd'hui, nos rapports avec les usagers ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans, évident. Alors, je crois qu'il y a dans tout ce sphère de médico-social où il doit y avoir effectivement une articulation pour qu'il y ait une continuité des soins. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se partagent. On ne peut pas simplement dire le médico-social, c'est ailleurs. Non, c'est avec eux qu'on doit travailler aussi. Et il y a effectivement dans le médico-social des professionnels aujourd'hui qui ressemblent étrangement aux infirmiers de psychiatrie d'il y a 20 ou 30 ans et qui sont sûrement bien plus soignants que les infirmiers de Charrière du Marion Lombrier que j'ai fréquenté pendant un temps quand j'étais voir des expertises. Bon. Et oui, l'autre question que je voulais aborder, c'était l'idée, peut-être, pour rejoindre ce que tu disais, Daniel, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui reconstruire un lieu de réflexion, d'élaboration, de formation, sur le modèle un peu de ce qu'on a connu, je ne sais pas si tu étais déjà dans le circuit, mais autour des années 60, je ne sais plus bien, c'était avant 68, ça avait commencé avant le cercle d'études psychiatriques avec Henriet, et puis ça s'est développé, il y a eu des conférences, il y avait des séminaires. Enfin, pour ma génération, c'était le seul lieu de formation qui existait. C'était l'université de la psychiatrie, c'était là, à Sainte-Anne, et il y avait une ouverture sur la psychanalyse, mais politiquement, c'était très ouvert. Est-ce qu'il ne faudrait pas reconstruire un lieu comme ça Alors, la question, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a des personnalités, des intellectuels de notre discipline aujourd'hui capables d'être attractifs comme l'était à l'époque, Henriet, les Bovici, même Lacan, on l'a manié pour Ranky, et oui, une fois, je crois. Bon. Voilà, donc c'est peut-être une piste. Est-ce qu'elle est jouable? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est jouable s'il y a une volonté, et une volonté politique, enfin, de politique sanitaire. Moi, je ne vois pas cette volonté. Actuellement, par exemple, le développement professionnel continu, vous savez, c'est réel. Bon, c'est un serpent de mer, je ne sais pas où ça en est, mais moi, je me sens plus concerné. J'ai rien validé. Et ça fait 20 ans qu'on nous tanne à nous dire qu'il faut faire des formations validantes, etc. Et en fait, c'est un entonnoir pour nous pousser à investir nos billes ou les billes que des hôpitaux nous donnent pour nous former dans des formations qui ne sont pas du tout ce que vous indiquez, bien sûr. Les Aguerri, vous voulez conclure? Oui, non, mais juste une phrase. Il faut cesser d'attendre quoi que ce soit des pouvoirs publics, c'est à nous de leur imposer. Voilà, c'est tout, c'est ça. Moi, le modèle libéral, ça ne me gêne pas du tout. Je veux dire que un chef de service d'un secteur, ça joue sur des intelligences collectives, une créativité, ça joue sur une inventivité, ça tient compte de la réalité de terrain et ça la transforme. Et on n'est pas des fonctionnaires, qui demandons à l'État de nous. Et c'est à nous d'imposer effectivement la psychiatrie qu'on veut. Comme la psychiatrie est nécessairement multidirectionnelle et qu'elle est nécessairement hétérogène et que c'est ce qui fait sa richesse, eh ben il faut nous unir autour de cette complexité, de cette hétérogénéité. Sinon, le pire est à craindre. Merci beaucoup.